Donc, merci beaucoup Faisal et Oléa de m'avoir invité. Donc, je vais vous montrer la petite problématique qui nous occupe depuis quelques années concernant l'IRM correntier dynamique après injection de chélate de gadolinium dans le myélome multiple. Donc, ça, c'est une diapositive qui vous montre la complexité de l'environnement tumoral. Dans cet environnement tumoral, il y a une voie qu'on connaît déjà depuis de nombreuses années, qui est la voie de l'angiogénèse, où il y a des médicaments maintenant spécifiques. Donc le myélome multiple, c'est un bon modèle d'angiogénèse. On sait que la densité des microvaisseaux sur les biopsies ostéomédulaires est bien plus élevée chez les patients atteints de myélome multiple que dans la moelle osseuse normale. Il est plus élevé aussi, et ça c'est important pour le traitement, chez les patients non répondeurs au traitement par rapport aux patients répondeurs au traitement. Et on sait maintenant depuis beaucoup d'années que cette angiogénèse est un facteur pronostique majeur en analyse multivariée. Alors en 1999, on a eu un petit peu la révolution dans le traitement des cancers, et cette révolution est venue aussi par le myélome multiple, puisque c'était la première implication de la thalidomide chez ces patients qui, comme vous le savez, avaient des durées de vie extrêmement faibles. Et la thalidomide a été le premier d'une série de nouvelles thérapeutiques. Alors, l'angiogénèse, nous, radiologues, on essaye de l'étudier dans beaucoup d'organes. Et on l'a étudié donc dans la moelle osseuse, et on sait que si on applique des techniques de DCI, de Dynamic Contrast Enhanced MRI, on sait que c'est corrélé avec la densité des microvaisseaux, avec les marqueurs sériques de l'activité de la maladie, et aussi avec l'évaluation de la réponse au traitement. Donc, un rehaussement, par exemple, élevé de la moelle osseuse à l'étage lombaire a été démontré comme étant un facteur pronostic péjoratif de la survie sans événement. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut obtenir en IRM. Mais bien sûr, ça, on l'obtient sur un seul segment. Donc on peut répéter des séquences, alors toutes les 2 secondes, toutes les 10 secondes, enfin, tout dépend du type de séquence que vous utilisez. Généralement, dans les premières études, on utilisait des séquences turbo-flash qui dure environ 1 seconde pour cette étude, et donc on peut faire une courbe de rehaussement et mesurer les différents paramètres que vous connaissez. Le problème dans le myélome, c'est que le myélome, c'est une maladie multiple, donc elle touche l'ensemble des structures de la moelle osseuse, majoritairement néanmoins le squelette axial, comme vous pouvez le voir dans cette diapositive. Alors l'idée, c'était de mettre au point un traitement, une modalité d'imagerie qui permette de pouvoir étudier en mode dynamique l'ensemble de la moelle osseuse axiale. Alors on s'est limité à la moelle osseuse axiale. Donc en fait, on utilise 3 stations. Une première station, on fait des coupes sagittales sur la moelle osseuse du rachis cervical. Une deuxième station, on fait des coupes sagittales dorsales. On fait aussi une coupe coronale prenant l'ensemble de l'épaisseur du corps, c'est la station 3, de façon à pouvoir détecter les anomalies, notamment costales. Et puis, coupe 4, sagittale lombaire et coronale. Donc, en fait, dans le protocole, on utilise des séquences 3D, des séquences 3D Vibe, qu'on a essayé d'optimiser pour qu'elles durent très peu de temps. Et vous avez ici le timing, elle dure environ 7 à 9 secondes. Et on arrive à obtenir donc une étude dynamique à l'échelle du corps humain avec une résolution temporelle d'environ 60 secondes. On fait 7 répétitions. Donc voilà le protocole un peu sous la forme d'un petit schéma. Donc acquisition du vibe sagittal. Ensuite, on fait donc un ensemble de séries sans injection. Ensuite, on injecte le gadolinium. Le patient revient en position initiale et on fait les acquisitions et ainsi de suite. Voilà. Donc en fait, au total, on obtient 152 coupes en 60 secondes selon le protocole qu'on a mis au point, qui est répété 7 fois. Donc en théorie, on peut faire une courbe de rehaussement sur chacun des paliers.
permettant d'obtenir des paramètres primaires, à savoir le rehaussement maximum, à la fois sur la moelle osseuse ou sur les lésions focales. Donc ceci, nous l'avons publié il y a déjà pas mal d'années, et on a pu démontrer dans cette publication pilote qu'on avait des différences dans le rehaussement des lésions focales ou des lésions ou des infiltrations diffuses entre les patients bons répondeurs et les patients mauvais répondeurs. Donc voilà un petit exemple. Ça, c'est un exemple avant injection de gadolinium, et après injection, vous voyez, le rehaussement de la moelle osseuse est relativement limité, enfin faible. Et voilà un patient avec une infiltration diffuse qui présente une importante angiogénèse donc de la moelle osseuse. Voilà un autre exemple, alors séquence T1, séquence T2, donc vous voyez les lésions. Donc ça, c'est la séquence avant injection dynamique. Et après injection dynamique, ce patient présente à la fois une infiltration diffuse avec un rehaussement important de la moelle osseuse, les lésions focales ici, des lésions focales aussi qu'on voit très bien de plus petite taille. Et donc, jusqu'à présent, on utilise donc des courbes de rehaussement très primaires. Un autre exemple, voilà une femme de 64 ans avant et après induction par chimiothérapie, et vous pouvez voir qu'avant induction, donc elle présente un pic de rehaussement qui survient très précocement avec un washout, et voilà après traitement, chez cette patiente qui était bonne répondeuse, on a une courbe de rehaussement complètement différente qui est progressive. Voilà un autre exemple avec une patiente qui était considérée bonne répondeuse sur la base des critères biologiques. Vous voyez, elle avait un pic qui avait descendu à 0 g. Donc ça, c'est à ce moment-là son IRM, où on voit très bien des prises de contraste focales persister dès le temps artériel. Et on l'a suivi 2 mois après. Et 2 mois après, on voit très bien l'augmentation des lésions focales. Donc, à partir de cette étude pilote, on a déposé un PHRC auquel ont participé 4 centres, Mont-d'Or, Saint-Louis, Dijon, Montpellier, les services d'hématologie et les services d'imagerie médicale. Et on a inclus une centaine de patients dans ces 4 centres. La fin d'inclusion a eu lieu cette année, puisque les patients donc, sont surveillés jusqu'à la fin du traitement. Et selon ce protocole, avec l'IRM qui est fait donc, en intérim, avant l'intensification thérapeutique et en clôture. Et ce qu'on est en train de regarder, c'est l'évaluation des événements en suivi évolutif. Alors bien entendu, ça pose le problème, puisque là, on a une séquence dynamique où il y a un décalage par palier, donc ça pose le problème de l'extraction des paramètres de perfusion. Et voilà, je vous montre quelques résultats de la collaboration avec Olea, où on a des images paramétriques de 4 ans. Ça, c'est une moelle osseuse normale. Et voilà une moelle osseuse pathologique où on peut mesurer donc les paramètres de perfusion. Je vous remercie.